Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Et je rappelle que je suis moi-même en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013. Aujourd'hui, je suis très heureux de parler avec le professeur Luciano qui va nous présenter ses travaux de recherche. Je suis très honoré en fait de pouvoir parler avec quelqu'un en français qui fait des travaux de recherche sur le régime cétogène. Bonjour professeur Luciano Pirola. Ulrich, bonjour à vous. Merci pour l'invitation. Je ne suis pas professeur, je suis chercheur à l'INSERM. Ah, je croyais que vous aviez le statut de la recherche d'enseignant médicale. aussi. Ok. Voilà, non, je suis chercheur. D'accord. Alors, Voilà. je suis déjà vraiment très, très heureux de vous pouvoir vous parler de régime cétogène. Est-ce que vous pouvez vous présenter donc, pour les gens qui ne vous connaissent pas encore? Alors, Ulrich, de façon très vite, Oui. ma carrière, si on peut dire comme ça, c'était toujours dans la recherche. Voilà, j'ai une graduation en Italie, à Milano. Ensuite, j'ai fait un doctorat en Suisse. Je m'intéressais à ce qu'on appelle la signalisation cellulaire. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la cellule après qu'on a des stimulus qui arrivent de l'extérieur. C'était 4-5 ans, ce qui ensuite m'a ramené à avoir un intérêt de comment fonctionne l'insuline. Parce que l'insuline, c'est un des hormones majeures. Et donc, comprendre comment l'insuline agit à l'intérieur de la cellule. Voilà. Ça, c'était à Nice, pour ensuite rejoindre une unité de recherche INSERM à Lyon. Depuis, je suis là depuis 2005. Et là, j'ai toujours continué dans l'étude de la signalisation de l'insuline. Donc, quand on dit insuline, on dit la prise de sucre dans les cellules après qu'on a mangé un croissant ou on a bu du Coca-Cola pas light, voilà. Et donc, ça, avec les années, ça m'a ramené à un intérêt dans l'étude de l'épigénétique, que c'est toutes les modifications qui ont lieu, pas tout à fait dans l'ADN, mais dans l'échafaudage de l'ADN, ce qui est d'une grande importance. Et ça, au cours des années, ça m'a ramené à un intérêt dans la diète cétogène parce qu'il s'avère que qu'est-ce qu'on appelle les corps cétoniques principales, les bêta-hydroxybutyrate, il induit des modifications épigénétiques. Donc, en passant, j'ai passé 2 ans à l'Institut Diabetes and Heart Institute, Melbourne, justement pour étudier l'épigénétique. Voilà. Et donc, cet intérêt vers la diète cétogène et les corps cétoniques, donc les bêta-hydroxybutyrate, il est à peu près démarré en 2017-2018, justement pour cette capacité des corps cétoniques d'induire des modifications épigénétiques. Voilà. En ce moment, on étudie la diète cétogène sur les souris. On a publié un article, ça fait 2 ans, fin 2022, qu'on discutera. Et là, on est intéressé à voir qu'est-ce qui se passe dans des souris dont on a enlevé les gènes ou la protéine principale responsable pour la production des corps cétoniques dans les foies. Voilà. Ceci, c'est notre recherche de ces derniers mois ou années qui, on espère, sera publiée, disons, en 2025. On essaie de mettre en forme nos résultats. Alors, tous ces travaux sont extrêmement intéressants et moi, je tiens vraiment à vous féliciter parce que je suis un gros consommateur de littérature scientifique. Tous les vendredis, je fais une énorme revue de toute la littérature scientifique. J'ai 47 mots-clés d'abonnement sur PubMed. Je reçois ça par email, je trie. Et c'est en lisant des études avec votre nom sur le régime cétogène que je vous ai découvert. Donc, indirectement, je suis vos travaux depuis des années. Ben, merci pour m'avoir repéré. C'est vrai qu'en France, on n'est pas beaucoup de groupes à étudier la diète cétogène, comme on avait discuté un peu au préalable entre nous avant cette interview. Il y a des autres pays où il y a un intérêt un peu majeur en termes de littérature publiée. Donc, même en Italie, on a des groupes qui étudient la diète cétogène, voilà. Et voilà, il faut dire qu'il y a aussi, en effet, je ne voudrais pas dire des modes, mais dans la science, il y a des périodes que certaines thématiques sont plus ou moins étudiées. Et c'est de ces dernières années que la diète cétogène a pris un certain intérêt.
Alors, pourquoi ça? Parce que, au moins, pour qu'est-ce que ça me concerne, elle pourrait avoir une utilité possible dans les traitements de l'obésité. Mhm, Voilà. Toi, tu es basé aux États-Unis, si j'ai dit mhm. correctement. Oui, Boulder, Colorado, si j'ai dit c'est ça. correctement. Voilà. Donc, tu auras une expérience directe que les États-Unis, c'est un des pays qui ont un des taux d'obésité les plus hauts du monde. Mhm. Ça qui nous ramène à nous poser des questions, pourquoi on est arrivé là, pourquoi il y a 70 ans, les jeunes, ils n'étaient pas dans un état d'obésité, surpoids, voilà, aussi important. Donc, tout le monde scientifique cherche des réponses à cette problématique Mhm. parce que la problématique de l'obésité et des maladies métaboliques sera la problématique de santé publique principale dans les années à venir à cause de toutes les comorbidités qui tout ça ramène. Mhm. Donc, les diabètes de type 2, les maladies cardiovasculaires, qu'est-ce qu'on appelle la syndrome X ou syndrome métabolique. Voilà. Et ce qui aura un coût en termes de qualité de vie pour la population et un coût, si tu veux, aussi économique par les systèmes sanitaires nationaux. Parce qu'à terme, avec l'allongement de la durée de vie et avec cette situation de la population possiblement qui est péjoratif, voilà, il y aura un gros coût économique et social dans le futur. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous avons vraiment beaucoup de littérature scientifique. Moi, je suis vraiment un gros collectionneur d'études. La première, c'est 1920, le régime cétogène pour inverser le diabète de type 2. 1920. 1921 arrive après les premières études sur l'épilepsie et ainsi de suite. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que l'année 2024 a été l'année de tous les records, puisque en 2024 a été publié plus de 700 études scientifiques sur le régime cétogène. C'est un record. On en gagne entre 10 et 15 en plus chaque année. Donc, l'année la plus prolixe, c'est 2024. Donc, on voit l'intérêt du régime cétogène, aussi bien pour les grandes pathologies qui vont de l'obésité au syndrome métabolique, au cancer, ou aussi pour beaucoup de maladies rares où en désespoir de cause, on essaye un régime cétogène sur des maladies pour lesquelles il n'y a pas de traitement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de production scientifique et d'intérêt de la science pour le régime cétogène. Par contre, ce n'est pas homogène sur Terre. On a de très bonnes études aux États-Unis. En Europe, les Italiens sont probablement les leaders en termes de production scientifique pour le régime cétogène. Et en France, c'est relativement pauvre. D'ailleurs, j'ai vu que beaucoup de tes publications étaient liées avec des gens au Brésil et en Pologne. Et moi, ma question, c'est de savoir qu'est-ce qu'en pensent tes collègues français de tes travaux sur le régime cétogène. Est-ce qu'il y a un intérêt naissant sur le régime cétogène en France ou toujours pas? L'intérêt existe. Mhm. J'ai eu l'occasion dans les derniers 2-3 ans de faire des petites interventions sur des revues style Sciences et Avenir. Mhm. Bientôt, je sortirai sur 60 millions de consommateurs, Très bien. ce qui est connu en France. Oui. C'est juste 3 lignes. Je parle avec les journalistes et on fait une très, très grande sommaire. Hein. C'est rien d'important. Mais voilà, il est connu. Le régime cétogène commence à être connu par le grand public. Voilà. Le gros public, bon, on y a participé un petit peu avec nos livres, etc. Ça fait 10 ans qu'on travaille dessus. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'il y a un intérêt supplémentaire pour le corps médical. Et le corps médical, il a besoin de plus de science. On peut parler, par exemple, tu sais, en France, il y a 60 000 personnes qui subissent une chirurgie de l'obésité chaque année. Oui. Et il y a 3 publications intéressantes dans le domaine qui nous disent, voilà, nous avons programmé une personne en chirurgie bariatrique, nous lui Oui. avons prescrit un régime cétogène pendant 1 mois. Pendant Oui. 1 mois, tous ces paramètres biologiques se sont améliorés, la CRP a baissé, la tension a baissé, le poids a baissé, l'hémoglobine glyquée a commencé à baisser, etc. Maintenant, le patient est prêt à la chirurgie bariatrique. Ce qui est idiot, parce qu'il suffisait juste de continuer le régime cétogène et on avait un bon résultat sans passer par la chirurgie. Donc, on a besoin de plus de science pour démontrer ça, pour que le Oui. régime cétogène soit utilisé en cancérologie,
contre l'obésité, contre le diabète de type 2, etc. Alors, Ulrich, tu as soulevé des aspects différents. Il faut faire attention, il faut un peu les discuter en parlant. Voilà. Très bien, allons-y. Alors, la chirurgie bariatrique, c'est certainement quelque chose qui a pris de l'ampleur dans ces dernières années. Voilà. Et c'est bien connu que souvent les patients ne peuvent pas être éligibles à la chirurgie bariatrique justement parce que s'ils sont dans un état bien avancé d'obésité, il peut même avoir des problématiques post-opératoires. C'est pour ça que les chirurgiens, ils demandent un essai de perte du poids au préalable. Voilà. De façon presque logique, si on commence à perdre un peu de poids, comme tu as dit, on peut avoir une certaine amélioration de certains paramètres cliniques, CRP, C-reactive protein, qui mesure l'inflammation, ou peut-être un peu d'amélioration glycémique s'ils sont en diabète ou prédiabète. Voilà. Ceci dit, c'est toujours difficile ensuite de juger si ou non. Ça serait intéressant de dire, comme on a eu des résultats intéressants avec un passage en diète keto, on évite la chirurgie. Ce n'est pas facile à dire, c'est une situation clinique qui doit être jugée par les médecins, par les chirurgiens. Voilà. Tu me donnes quand même un point d'accroche intéressant, parce que tout ce qu'on fait dans la médecine devrait être considéré dans le contexte d'études cliniques. Donc, en études cliniques de type idéal, s'il y avait les ressources ou l'idée, ou quelqu'un qui aurait l'envie de le faire, ça serait de dire, on prend des patients potentiellement éligibles en chirurgie bariatrique, il faut randomiser. À un certain moment, il faudra dire que 150 d'entre eux feront une pré-diète pour être prêts à l'intervention, et 50 d'autres, ils feront la même diète, mais ensuite, on continue comme ça plutôt que passer vers la chirurgie. Et ensuite, il faudrait suivre encore pour plusieurs mois pour voir si éventuellement l'effet de ne pas faire de la chirurgie bariatrique pourrait avoir les mêmes résultats ou même un résultat meilleur. Voilà, ça c'est extrêmement intéressant parce que ce qui est intéressant de voir. Cette étude, ça n'existait pas. Je ne veux pas préjuger du travail de la communauté de la chirurgie bariatrique, et après, je ne veux pas préjuger du fait qu'il y a plein. Chaque patient, c'est une histoire à soi. Je connais un chirurgien bariatrique qui pratique ici proche de Lyon, voilà. Et parfois, j'ai eu l'occasion de discuter du fait que quand les chirurgiens se retrouvent devant un patient, on considère à la fois sa situation clinique et son environnement, sa capacité à être capable de suivre cette chirurgie, ensuite de s'adapter avec un style de vie différent, parce qu'il faut manger plusieurs fois par jour, très peu, prendre des suppléments, voilà. Et notamment, je me rappelle bien qu'il me disait, OK, moi, si j'ai un grand-père de 75 ans qui ne bouge plus et j'arrive avec ma chirurgie à les faire bouger à nouveau, qui peut sortir avec ses petits-enfants, voilà. Donc, il faut toujours faire attention à faire des raccourcis très vite, voilà. Mais certainement, la problématique est là, parce que dans l'idéal, si on arrive à résoudre un problème avec style de vie par rapport à intervention quelconque de type pharmacologique ou chirurgical, certainement, ça devrait être favorisé. Et je ne voudrais pas... je veux présenter le fait que, si je récapitule bien les choses, cette année, à Madrid, à l'International
à l'EASD, European Association of Diabetes, Mhm. les séminaires majeurs faits par le professeur Taylor qui est à UK. Mhm. En gros, il nous a donné des idées du fait que du diabète de type 2, on peut avoir une rémission Oui, en utilisant le style de vie. bien sûr. Et c'était une présentation plutôt étonnante et plutôt impressionnante. Donc, Mais là, on n'est même plus dans la science, c'est déjà fait. C'est-à-dire, tu prends, moi j'habite à ça Boulder, c'est au fait. Colorado. Ce monsieur-là, il nous a parlé de sa carrière. Non, C'était non, une non, mais personne remplie. je te dis que concrètement, c'est déjà fait. C'est-à-dire que tu as aux États-Unis une startup qui s'appelle Virta Hills. Maintenant, elle est valorisée en centaines de milliards de dollars. Oui, Elle est basée à San Francisco et elle a déménagé récemment. Elle est à Denver, juste à côté de chez moi. J'ai plein de gens qui y travaillent, qui habitent à côté de chez moi. Virta Hills a une seule fonction: inverser le diabète de type 2 grâce au régime cétogène. Ça fait 10 ans qu'ils le font et maintenant, oui. c'est intégralement remboursé par toutes les assurances de santé américaines. C'est-à-dire que concrètement, Ah, quelqu'un qui a un diabète de type 2 aux États-Unis, il va oui, avoir plusieurs options, dont l'insuline à vie, la metformine avant pour faire descendre la glycémie, etc. Ou le programme de Virta, qui coûte de mémoire $380 par mois. C'est un oui, accompagnement, il y a des oui. médecins, des nutritionnistes, etc., pour adapter la médication. Et ils inversent le diabète de type 2 depuis des années. Officiellement, c'est remboursé par les assurances santé américaines. C'est déjà la réalité ici. Par contre, voilà, ok, moi je ne suis pas connaissant de ça, donc tu nous mettras éventuellement une link Oui, de bien la sûr. boîte pour voir, voilà. Et après, comme je rebondis un peu toujours, la question, ça devient est-ce qu'ils ont publié leurs données? Tout est publié au fur et à mesure. La première cohorte, maintenant, elle a 8 ou 9 ans. Donc, Voilà, c'est une cohorte de suivi de leurs patients. Toutes les datas sont publiées. voilà, donc ça c'est important parce que, bon, moi j'ai aussi là dans la table, j'ai plein de littérature qui montre que, surtout sur le long terme, Hmm. la problématique, disons principalement par rapport à l'obésité ou à essayer de perdre du poids, c'est qu'est-ce qu'on appelle des catch-up growth. Mhm. Donc, on a bien de tenter d'essayer des stratégies de perte du poids. Un jour à l'autre, ça revient. On revient au point de départ. Parce qu'il ne faut pas voir le régime cétogène comme quelque chose de temporaire, c'est quelque chose que tu as à vie, comme quelqu'un qui aurait un problème Voilà. avec l'alcool. On ne peut pas lui dire vous arrêtez l'alcool pendant 2 ans, puis après vous reprenez. Ça ne marche pas. Voilà. Donc, normalement, oui. Voilà. Le vrai problème, en fait, il vient à l'origine des standards nutritionnels américains, donc les recommandations nutritionnelles aux États-Unis. Tu prends l'ADA, donc l'Association des diabétiques américains, Oui, c'est qu'ils oui, sont capables de te publier des recettes pour des oui, diabétiques de type 2, des oui, recettes de pâtes, salade de oui, pâtes, où ils mettent du oui. sucre dedans. Et c'est pour Alors, des diabétiques de type 2. C'est-à-dire qu'en fait, les ça, recettes sont calibrées pour des gens qui prennent de l'insuline, en fait. Elles sont pas oui, calibrées pour inverser le diabète. oui, oui, ça c'est une grosse problématique. La Mm. surconsommation de sucre, ça c'est un gros problématique, je dirais, un peu partout dans le monde, hein, voilà. Euh, j'ai bien dans la tête une étude publiée par un professeur euh, à Boston Mhm. où il montre que l'utilisation de qu'est-ce qu'ils appellent euh, SSB, Sweetened Beverages, Oui. Sugar Sweetened Beverages, Mhm. SSB, Mhm. boissons Sucré. sucrées, Ouais. voilà, en fait, tous les sodas, Tous les voilà. sodas, voilà. Ouais. Et ils ont montré de façon associative, parce que la causation, voilà, c'est pas possible à montrer, mais c'est la vie réelle. Ils ont montré qu'il y a une augmentation du risque des diabètes et des maladies cardiovasculaires. Mhm. Cette chose-là a été publiée sur la revue Nature Medicine, qui est très important. Voilà, c'était publié en 2024. Et donc, voilà. Ceci dit, Ulrich, il faut faire attention, bien sûr. Il faut se demander, en fait, yeah, comme tu proposes et tu appliques sur toi-même la diète cétogène, il faut quand même se poser la question si cette diète doit être quelque chose éventuellement de transitoire, éventuellement d'accompagnement, voilà,
ou bien si ça doit être une situation chronique, comme tu m'as dit que tu appliques toi-même depuis 12 ans. maintenant 12 ans. Voilà, voilà, voilà. Donc, mon sentiment, tout en sachant que j'ai jamais fait en fait de la recherche sur des humains, moi j'ai fait des souris, j'avais fait avant plutôt la biologie cellulaire, hein, ok? Voilà. Il faut faire un peu d'attention sur le fait que ça pourrait être un remède à proposer à la population de façon générale. Bah, en fait, le problème, c'est que là, on touche presque à un sujet philosophique. Et tu as une chercheuse britannique que j'adore, Mademoiselle Cooper, qui publie des revues, enfin des papiers extraordinaires. Je pourrais te donner ces papiers. Ces papiers sont toujours très intéressants parce qu'elle part toujours d'une question très intéressante. Yeah. La question est la suivante. Est-ce que ce n'est pas pathologique Oui, de ne pas avoir des corps cétoniques dans le sang? C'est-à-dire que l'humain est-il fait pour avoir en permanence ou de façon intermittente des corps cétoniques, ou est-ce que c'est un contexte biologique très particulier lié à la famine, etc. C'est une vraie question. c'est très intéressant, c'est très intéressant ce que tu dis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait comme étude? Eh bien, elle a pris des gens qui étaient en bonne santé, Oui, en régime cétogène, en Oui. cétose nutritionnelle. Elle a pris tout un tas de marqueurs biologiques oui, et elle les a remis sur un régime occidental riche en glucides, 55% de glucides. oui, Et tous les paramètres biologiques se sont dégradés. oui. Donc, alors, bien sûr, il n'y a pas que son papier, il y a aussi un Oui. côté évolutif. Et Jean-Jacques Hublin, par exemple, qui est un anthropologue très connu, a fait des travaux là-dessus très intéressants, qui Oui. montrent que la cétose nutritionnelle accompagne Oui. l'humanité depuis environ 2,5 millions d'années, à partir du moment où l'humain est devenu carnivore. Et on voit que pendant 2,5 millions d'années, l'humain est de façon permanente ou alternative en cétose nutritionnelle. Et que c'est finalement Oui. avec l'avènement de l'agriculture, depuis entre 10 et 15 000 ans, l'arrivée des premiers glucides, puis après, alors de façon aiguë, on va dire les 70-80 dernières années, Oui. où l'humain en fait est complètement sorti de cétose nutritionnelle. Et Oui. c'est une vraie question en fait de savoir Oui, very est-ce que c'est interesting. normal? Tu vois, par exemple, quand on va chez le médecin, il va nous mesurer notre cholestérol, notre glycémie, éventuellement notre Oui. insuline, etc. Mais Oui. il vérifie jamais la quantité de corps cétonique parce que pour lui, c'est déjà un signe de pathologie. Ça va être l'acidose du diabète, donc l'acétocétose du diabétique de type 1 en particulier, des choses comme ça. Ah, oui, Vérification. oui, mais ça c'est. Alors, qu'est-ce que tu dis là? C'est plutôt les niveaux de corps cétonique pathologique. Tout à fait. Mais pour lui, pour le médecin généraliste, les corps cétoniques, c'est une pathologie. S'ils sont élevés. Moi, je l'ai vu de mes yeux avec un proche que j'ai accompagné à l'hôpital pour un problème de santé qui était lié à la thyroïde. Ils lui ont fait faire pipi dans une bouteille. Ils ont trempé la bandelette. Ils lui ont dit, oh, mais vous avez des corps cétoniques. Donc, dans les urines, on mesure l'acétoacétate. Oui. Et là, ah non, mais c'est pas bon, c'est pas sain. Le médecin lui a dit, c'est pas sain. Elle était juste en parfaite santé, Oui. avec un problème thyroïdien et des corps cétoniques parce qu'elle suivait un régime cétogène. Les médecins ne sont pas formés à ça. Oui. Comment je peux répondre à ça? La cétogénèse, c'est d'une façon biochimique. C'est le dernier recours à la nutrition. Tu vois, déjà, il y a un problème sur l'énoncé. Tu dis, c'est le dernier recours dans la nutrition. Et moi, et toi, personnellement, tu dis, mon avis, c'est la première chose. C'est la première. C'est-à-dire que c'est le carburant normal. C'est le premier carburant. Alors, Ulrich, comment je peux te répondre? Non, mais je comprends. Aujourd'hui, le dogme médical, le dogme scientifique, c'est une consommation de glucides. Les glucides, premier carburant. 50%. Voilà. Il est écrit là. C'est marqué partout, bien sûr. Voilà, c'est écrit là. Voilà, c'est un article relativement récent. Hein. Ah oui, ça c'est pas l'article. Ça qu'est-ce que je montre là? C'est juste c'est juste un commentaire dans le même journal. Hein. Donc, si on tape ça sur Internet, ça va ressortir. Oui, je ne suis pas contre cette étude. C'est une étude très intéressante sur un journal très prestigieux. En gros, il dit que
l'humain, il peut tranquillement vivre avec une bonne moitié de ses calories qui viennent du carbohydrate. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont regardé spécifiquement dans ce groupe de patients? Ils ont regardé la mort tout court, quoi. On ne se pose pas de questions, ils ont regardé, voilà. Et selon eux, dans cette étude, il semble que quand on a une nutrition autour des 50%, voilà, on est bien loti. J'aimerais discuter ça avec toi. Voilà, donc on va toujours à la recherche de possibles alternatives, surtout quand on génère une problématique. Et donc, comme on a dit avant, toi tu es à Boulder, Colorado, US, avec une grande incidence d'obésité et ensuite de toutes les maladies qui sont associées. Donc, à un certain moment, il faut arriver à chercher des solutions. Et donc, Keto Diet, ça pourrait être une des solutions. Ça m'intéresse, je l'étudie tous les jours. Tous les jours. J'étudie ça, voilà. Mais à un certain moment, Ulrich, on doit aussi se demander, par rapport à des autres évidences, qu'il y a des autres études, est-ce que ça pourrait être la solution idéale pour tout le monde? Voilà. Donc ça, c'est un peu plus nuancé. On a besoin de beaucoup de travaux, beaucoup de travaux. Je suis d'accord. Exactement. Par exemple, je vais donner quelque chose que tu sais peut-être pas forcément parce qu'il faut l'avoir expérimenté. Beaucoup d'études scientifiques sur le régime cétogène sont sur des périodes de temps beaucoup trop courtes. Ah oui. Par exemple, moi, je suis sportif, j'ai un diplôme d'entraîneur sportif, j'ai accompagné 18 champions du monde grâce au régime cétogène. Ah oui, maintenant, ça serait moi poser des questions. Je te laisse continuer. Bien, par exemple, tu as beaucoup d'études qui concernent le sport et la cétose nutritionnelle qui vont te dire, nous avons pris un groupe de sportifs de niveau olympique, on l'a divisé en deux, on a fait double aveugle randomisé, on leur a fait manger un régime cétogène pendant 2 semaines. Oui. Conclusion de l'étude, le régime cétogène impacte négativement la performance sportive. Enfin, tu ne peux pas faire une étude aussi courte et avoir un résultat positif. C'est impossible. Oui, je comprends. Pour maintenir la performance, il faudrait faire des études au moins sur 3 mois. Mais pour avoir une vraie courbe, il faudrait au moins un suivi d'1 an. Tout à fait d'accord. Je vais te donner un exemple vraiment précis. La quantité de bêta-hydroxybutyrate que tu peux mesurer dans le sang chez une personne qui est en cétose nutritionnelle. Tu prends quelqu'un qui est en régime occidental, qui mange 55% de glucides, tu le fais passer en régime cétogène, les 3 premières semaines, il va être au moins à 3 millimoles de bêta-hydroxybutyrate. D'accord ? Oui. Moi, ça fait 12 ans que je suis en régime cétogène. Si je fais un jeûne de 48 heures, 48 heures de jeûne sec, même pas d'eau, rien. Oui. Je monte même pas à 1 millimol. Je reste entre 0,6 et 0,8. Oui, à 48 heures de jeûne. Je comprends ce que tu veux dire. Probablement, dans les cours de ce type de nutrition au long des années, ton organisme il s'est adapté pour utiliser comme énergie principale. Mais tu es normoglycémique quand même. Ah, j'ai une glycémie très basse. En milligrammes par décilitre, je suis à peu près à 55-60 le matin à jeun. Et on est tous. C'est-à-dire que la glycémie normale chez quelqu'un qui est en régime cétogène depuis plus d'1 an est considérée comme une hypoglycémie par n'importe quel médecin qui n'est pas au courant. Faisons attention à ça parce que l'hypoglycémie, c'est quand même dangereux. Non. Alors, je vais te dire jusqu'où je suis allé. J'ai été le premier en Europe à avoir ce qu'on appelle du bêta-hydroxybutyrate sous forme d'ester en 2017. Oui, il y a des publications, donc bêta-hydroxybutyrate ester, oui. En 2017, j'utilisais déjà ça. Oui. Ça valait $2000 la fiole. Oui. Avec 35 grammes de bêta-hydroxybutyrate sous forme d'ester, tu montes à 6 millimoles de bêta-hydroxybutyrate dans le sang. 6 millimoles. Ma glycémie est descendue en dessous 25 mg. L'appareil ne mesure pas en dessous. Il s'allume en rouge et il ne mesure pas en dessous. Et j'avais aucun symptôme d'hypoglycémie. Je ne voudrais pas commenter comme je ne suis pas médecin, mais je fais attention. C'est une science nouvelle. Il faut vraiment. Il y a certains codes qui sont faits pour une alimentation riche en glucides.
ces codes et ces normes ne fonctionnent plus avec quelqu'un qui est en cétose. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, oui, oui. Et voilà, donc à suivre, hein, mais faisons attention de ne pas dire à tout le monde de suivre un régime autant contraignant. Alors, personnellement, je ne pense pas qu'il soit contraignant. On a formé des milliers de personnes au régime cétogène et on en a parlé avant l'enregistrement. Moi-même, j'ai commencé une conférence sur le cancer en disant, vous pouvez théoriser le meilleur régime alimentaire du monde, le plus Oui. sain au monde. Si Oui. les gens l'abandonnent, si les gens n'y adhèrent pas, Oui. si les gens ont des frustrations, ce sera un échec. Donc, la clé du succès, c'est que les gens ne subissent pas la moindre frustration, n'aient Oui. pas envie de sortir du régime cétogène. Et on peut, Oui. avec des ingrédients nouveaux, par exemple, parce que nous, on s'est intéressé à la cuisine aussi, comment inventer de nouvelles choses pour que les gens n'aient pas la moindre frustration. Tu es d'origine italienne, les pâtes, Ça, c'est c'est qu'est-ce qu'on important dit, pour les bien sûr. Italiens. Ben, je vais donner Oui. un exemple précis. Aux États-Unis, tu as une marque de pâtes Oui. qui est fabriquée avec du lupin et pas avec Oui. du blé dur. Eh Oui, bien, oui. je te garantis que si tu ne le sais pas, tu ne vois pas la différence. Oui, Donc, mais et oui. tu as 9 fois moins de glucides dans des Oui. pâtes au lupin que des Oui. pâtes au blé dur. Voilà. Oui. Et nous, en tant que Français, bah, qu'est-ce qu'on a fait en premier? On a développé des recettes de pain, parce que pour les Français, le pain, c'est important. Et on a fait plein de recettes de pain pour que justement le régime cétogène soit Oui. facile à tenir dans la durée. Oui, oui. Mais donc, comme tu as mentionné les Italiens qui mangent beaucoup de carbohydrates, hein, voilà. Discutons aussi ce point-là, l'effet de la diète méditerranée. Oui, pourquoi pas? Quand on parle de qu'est-ce que c'est la diète méditerranée, donc quelqu'un, il pensera tout de suite à une diète qui est riche en féculents. Le problème, personnellement, c'est que pour moi, la diète méditerranéenne n'existe pas pour la bonne et simple raison qu'un Espagnol, un Italien, un Sarde, un Marocain ne mangent pas de la même manière. Non, Donc, mais j'aimerais partager avec toi quelles sont les bases de c'est la diète qui s'est développée, disons, autour de la Méditerranée, voilà, et que ce n'est pas véritablement pâtes et pizza, bien, mais c'est plutôt une diète qui est beaucoup basée sur une grande consommation de légumes, une grande consommation de poissons ou viande maigre, poulet, je crois, des choses comme ça, et huile d'olive. Et là, j'ai un peu de choses entre mes mains ici, mais je n'arrive pas à trouver. Peut-être que j'aimerais bien les partager avec vous, cette chose-là. Ah, je crois que tu as dû poser quelque chose sur ton ordinateur et ça masque ton micro, on t'entend mal. Tu n'as pas posé une feuille? Maintenant, c'est OK. J'aimerais partager. Non, non, je t'entends toujours pas, tu es toujours très très loin. Moi, je peux bouger, j'ai rien. T'as pas posé quelque chose sur l'ordinateur ou sur la... Non, Ah, j'ai c'est rien bizarre. fait. Alors attends, je vais voir si je peux pas monter ton micro. Arrête. Modifier les paramètres du micro. J'ai rien Voilà. changé, moi. Hein. J'ai rien changé. Ça va mieux? Là, j'ai monté ton micro, c'est mieux. Voilà, c'est bon. Je baisse un peu. Ça va comme ça? Voilà, c'est bon. Allez, alors, j'aime partager ça. Regarde. J'aime partager ça. Voilà. Ça, c'est le New England Journal of Medicine. Les titres, c'est très parlant. Diète. Yeah? Et en fait, il dit que voilà, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on ne s'intéressait pas trop à la diète. Voilà. Et en fait, c'est deux chercheurs américains là, qui sont passés à faire une période d'études vers l'île de Chypre. Et c'est un peu eux qui ont pour la première fois donné cette idée de la diète méditerranée, pas Chypre, à Crète, et qu'ils appellent cette diète surprisingly good, extrêmement bon. Je le souligne en rouge, regarde, ils l'ont mis là, surprisingly good diet, tu vois? Ouais, bien sûr. Voilà. Et voilà, finalement, si on lit, voilà, la diète consiste d'olives, un peu de céréales, des pulses, que c'est les petites semences qu'on peut manger, voilà, fruits, vegetables, des herbes, avec des petites quantités de viande,
petite quantité de lait, petite quantité, plutôt pas game. Comment on dit game en français? C'est des proies, Comme les des chevreuils. lièvres, ces animaux-là qu'on va Oui, chasser. des animaux qu'on va chasser, donc du chevreuil Voilà, en et France. fish, et Oui. fish. Et après, il souligne l'importance voilà, de l'huile d'olive dans la diète. Donc c'est pas cétogène, hein, ok? Si, ça peut l'être. Mais c'est pas loin. Mais c'est pas Oui, loin. d'ailleurs, tu sais, il y a, je sais pas si, enfin, tu n'es peut-être pas au courant, mais ma maman est décédée d'un glioblastome, tumeur cérébrale, tumeur du cerveau, en 2010. Donc, je me suis vraiment passionné sur le cancer et le glioblastome en particulier. Tu as une équipe de recherche en Nouvelle-Zélande qui fait une cohorte ouverte sur le glioblastome et ils prescrivent un régime cétogène, mais selon ce que le patient veut. Donc, tu peux avoir contre le glioblastome un régime cétogène omnivore, standard, un régime cétogène méditerranéen ou un régime cétogène carnivore. Là, tu supprimes complètement les végétaux. Est-ce que tu arrives à me dire le nom du docteur? Alors, je ne l'ai pas en tête, mais je peux t'envoyer l'étude, bien sûr. Il y a Parce pas de que je pense que je l'ai vu il y a 2 ans à oui. un congrès. Je veux donner un point d'attention dans ça. Okay? Je suis un peu la littérature de la diète cétogène par rapport au cancer. Ulrich, faisons attention de ne pas dire que ça peut être une solution. Parce Alors, que, je comprends que toi, tu ne le dises pas. voilà. Moi, personnellement, je le dis. Et je n'ai pas de problème à le dire parce que je peux le prouver. Ulrich, là, on est des deux côtés de l'océan. Oui, bien sûr. Voilà. Je comprends tes réserves. Il n'y a pas de souci. Attention, non, je m'explique. Les deux d'entre nous, on regarde pas mal la littérature. Il y a beaucoup d'études. J'ai bien dans la tête, même en randomized, vraiment des choses bien faites. Voilà. Mais nous, on doit toujours faire attention en tant que scientifique de dire qu'il n'y a pas la solution miracle. On ne peut pas dire, en tant que scientifique, si tu es diagnostiqué avec une certaine condition médicale, tu t'en sortiras en suivant un certain régime. Non, mais attends, on va faire simple. Le glioblastome, c'est quelque chose de très simple. Moi j'étais là. C'est quelque chose de très mauvais. Je le connais bien, le glioblastome. Quand on te dit que tu as un glioblastome, tu es mort. C'est vrai. Il n'y a pas de traitement aujourd'hui. Zéro. Il n'y a pas. Les traitements qui sont donnés aux gens, ce sont des traitements palliatifs. Et ça, on ne le dit pas aux gens. Ce sont des choses qui sont données pour éventuellement rallonger 1, 2, 3 mois l'espérance de vie et dans les meilleures conditions possibles. C'est tout. Ma mère, on lui a diagnostiqué un glioblastome. On lui a dit, il vous reste 18 mois à vivre. Elle est morte au bout de 18 mois. Après une chirurgie, après une chimiothérapie, après une radiothérapie. OK ? Moi, je connais directement une centaine de survivants au glioblastome avec le régime cétogène. Alors, Ulrich. Je les connais. J'ai publié les témoignages. J'ai les noms. J'ai des gens avec qui je suis en contact qui ont fait aussi l'objet d'études scientifiques, c'est-à-dire que leur cas a servi à la publication d'une étude de cas. Oui. Moi, je dis juste une chose. Le régime cétogène est scientifiquement documenté pour être un adjuvant au traitement. Il n'empêche pas les traitements. On peut très bien faire une chimiothérapie, une radiothérapie, une chirurgie avec un régime cétogène. Donc, ma question est la suivante. Pourquoi il n'y a pas, par exemple, à la Pitié-Salpêtrière qui s'occupe de glioblastome, une étude ouverte où on dit, on cherche des volontaires, vous n'allez pas faire de régime cétogène, vous allez en faire un. On les forme avec un nutritionniste, on leur explique un petit peu comment ça fonctionne et on regarde ce qui se passe au bout de 4 ans. Ben oui, ça serait une chose éventuellement souhaitable. Ben c'est ce que l'équipe de Nouvelle-Zélande a fait. Oui, je dois te dire, ce docteur, moi je l'avais vu en fin 2022. Par mémoire, il avait présenté un cas. Donc, non, il y avait un cas qui était exceptionnel parce que c'était une femme qui avait refusé les traitements. Et elle a fait que le régime cétogène. Oui, donc, à chaque fois, les cas sont présentés avec les IRM. Voilà. Je me rappelle, après, donc, j'étais un peu interrogé de voir cet monsieur qui était très
motivé sur qu'est-ce qu'il faisait. Je suis allé voir cette étude et justement, dans ma tête, je ne peux pas tout rappeler les détails, c'était qu'est-ce qu'on appelle case report, une étude sur une passion. Et bien sûr, chaque passion, c'est une histoire à soi. Et donc, voilà, on suivra dans les mois ou années à venir si effectivement ils arrivent à monter une cohorte avec un nombre de patients suffisant. D'ailleurs, ça me vient à l'esprit, en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est 4 à 5 millions de personnes. L'incidence est relativement limitée. Donc, tu vois, il faut voir si dans les temps, il y aura suffisamment de patients à recruter. Bien sûr, on espère que non, parce que voilà, chaque patient, c'est un malade. C'est 4500 malades du glioblastome par an. 4500 nouveaux malades. Et donc, oui, il faudrait explorer ces pistes, mais comme tu as dit toi-même, attention à jamais passer les messages. Tu changes ta diète et tu guéris. Attention non, à ça. Non, ça, je ne le dis pas. Ça, je ne le dis pas. Il n'y a aucune garantie de guérison. Mais je vais reprendre l'exemple. J'ai publié un témoignage sur mon site. Il est là depuis quasiment 10 ans. Un Français qui s'appelle Christophe Coincard. Il est parti s'expatrier à Chicago. Il vit à Chicago. En 2012, il y a 13 ans, on lui diagnostique un glioblastome, grosse tumeur. Il fait une chirurgie, il fait une radiothérapie, il fait une chimiothérapie. Puis l'équipe médicale lui dit « Écoutez, on est désolé, on a fait tout ce qu'on pouvait. Retournez en France, allez voir votre famille, dites au revoir à tout le monde. Il vous reste 1 ou 2 mois. » D'accord ? En 2012. Sa sœur, qui est ingénieure, pas du tout dans la médecine, lui dit, tu sais, on entend parler du régime cétogène, il commence à y avoir des publications, tu risques rien à essayer. Il essaye son régime cétogène. Christophe Coincard est toujours là, en 2025. La tumeur à l'IRM, forcément, il y a une chirurgie, etc. Il reste des traces. Ça ne bouge plus, c'est figé. Il nous a donné un témoignage, il est en vidéo sur le site, on peut le retrouver. Moi, je dis que quelqu'un comme ça, c'est un cas pour que les médecins s'y intéressent. Qu'est-ce qu'a fait Christophe ? Oui, quels sont ses paramètres métaboliques pour éventuellement les répliquer chez d'autres patients. Voilà. Des cas comme ça, j'en connais une centaine. J'ai déjà publié 2 témoignages sur glioblastome sur notre site où le régime cétogène a été utilisé en adjuvant. Je ne dis pas qu'il faut arrêter les traitements. Je dis que le régime cétogène peut être utilisé en adjuvant de façon sûre parce que c'est scientifiquement documenté. On a beaucoup de papiers sur le sujet. Oui. Par contre, bon, je reste un peu plus mitigé sur les résultats finaux. Toi-même, Ulrich, tu nous dis tu as publié 2 témoignages, ce qui est bien, voilà. Mais la réalité, pour pouvoir dire ça devrait devenir la norme, ça serait bien sûr de chercher tous ces 100 personnes, essayer de mettre ensemble toutes leurs données. Oui. Dans un cas idéal, regarder qu'est-ce que c'est la manifestation clinique au moment du diagnostic et pour ensuite regarder, voilà. Et parce que bien sûr, nous, on n'est pas là ni pour faire des diètes cétogènes, ni pour faire des diètes pâtes. Comme chercheur, on est là pour trouver des réponses qui puissent convenir au plus grand nombre en termes de santé pour chaque personne et aussi en termes de santé publique. Voilà. Tout à fait. Mais moi, je suis un grand demandeur de ce genre de recherche. J'avais même des idées pour essayer de mettre un petit peu un maximum de données dans le domaine public pour que la recherche puisse s'en emparer et commencer à travailler sur ces datas qui seraient libres, entre guillemets, parce que le vrai problème, le fond du problème, c'est l'argent. On a besoin de fonds pour financer ce genre d'études. Le régime cétogène, il n'est pas brevetable, il ne va pas rapporter d'argent. Donc, d'où vient l'argent pour financer ce genre de recherche? C'est toujours le vrai fond du problème. Et une façon de le contourner, c'était d'amener de la data de façon publique pour que les chercheurs puissent s'en accaparer. Oui, disons que de façon générale, la disponibilité des données devient de plus en plus élargie. Disons même si tu cherches des financements à l'Union européenne, quand tu es financé, tu dois garantir à l'Union européenne que tu chercheras dans la meilleure des conditions de publier des données qui seront disponibles à tout le monde.
Mais oui, c'est une chose très importante qu'est-ce que tu soulèves et je voudrais discuter avec toi à ce moment-là des médicaments anti-obésité. GLP-1, etc. Ouais. Yes. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Pas Parce que j'ai vu, personnellement, très très mauvais. j'ai j'ai vu sur ton, tu avais une petite biographie de toi, hein, Mhm. et tu as dit, et ça, on partage, mais totalement. Tu as écrit une chose style, je trouve impossible qu'il nous propose de prendre un médicament anti-obésité GLP-1 Mhm. plutôt qu'une solution alternative. Tout à fait. Et là, voilà, comme on discutait des nécessités d'avoir des ressources pour faire de la recherche, éventuellement pour poser des questions, moi je te dirais, si, d'ailleurs on peut revenir à la boîte que tu as mentionnée aux US. Voilà. Virta Hills. Ouais. S'il y avait des ressources, une étude absolument intéressante, ça serait de dire, OK, on prend la population éligible, disons, aux médicaments anti-obésité. On la randomise. À la moitié, on donne ça. À l'autre moitié, on donne une diète bien suivie. Ça pourrait être, comme tu proposes, et comme je pense c'est utile au moins de façon transitoire, diète cétogène, ou n'importe quelle autre diète sur une bonne suivi médical. Voilà. Et on pourrait dire, comme l'anti-obésité, ça coûte, si je ne me trompe pas, 10 000 euros par an. Oui. Oui. Hein, Ça dépend du pays, c'est vendu plus cher aux États-Unis que dans d'autres pays, mais en gros, c'est ça. C'est un jackpot. Bon, si aux États-Unis c'est plus cher, faisons-le dans les États-Unis. On dit, OK, soit aux patients, on a lu 10 000 euros par an pour les médicaments, soit on lui a lu 10 000 euros par an pour un nutritionniste et pour acheter de la bonne bouffe. Tout à fait. Soit des types cétogènes, mais pas autre type, hein, parce que là, j'ai tous les articles qui montrent un peu tout et n'importe quoi. Il y a eu des études, ils ont fait low calorie diet. Eh bien, si tu fais cétogène ou pas cétogène, sur les 3 ou 5 mois de l'étude, à peu près, voilà, si tu baisses les calories, voilà. Donc ça serait une chose extrêmement intéressante de remettre un peu dans l'idée générale que la clé, c'est la diète. Oui. Et si on peut remonter même, la clé, c'est la diète associée à la prévention. Parce que quand on arrive dans un état d'obésité, ben, on peut se peser chaque jour sur la balance. Donc, à un certain moment, on voit que quelque chose commence à être pas correct. Sans généraliser, parce que c'est juste de ces derniers jours qu'il nous apprend que l'obésité, c'est pas une maladie. Je ne sais pas comment tu le vois. Ils changent les termes en permanence. Non, Ulrich, j'aime discuter ça avec toi. Je le discute Ouais. avec ma collègue au laboratoire qui était président de la Société de nutrition. Hein. Moi, je suis plutôt sur l'idée que l'obésité, ce n'est pas une maladie. Elle est plutôt sur l'idée que l'obésité, c'est une maladie. Voilà. C'est ni un ni l'autre. L'obésité, c'est juste ton poids sur une balance. Et là, justement, ils se sont mis à 50 grands chercheurs de l'obésité pour dire l'obésité en soi, si tu as une BMI, indice de masse corporelle, IMC, de 35, yeah, dans le standard, on dit ça commence à craigner, voilà. Ben, si tu es un rugbyman, peut-être tu as 35, mais ça ne craigne rien du tout. Parce que le BMI, c'est peut-être pas forcément le meilleur outil pour évaluer la santé des gens, parce qu'on ne peut pas faire la différence avec un BMI si la personne est très musclée ou très grasse. Et donc, eux, ces médecins, ils commencent à dire, oui, faisons attention, il faut commencer à mesurer tour de taille, il faut commencer à faire les analyses sanguines, il faudrait faire les DEXA-scans, que c'est cette technique de mesurer les gras. Donc là aussi, il faut faire toujours attention, mais dans l'attention, on sait que si on a une population qui sont tous à 35 d'indice masse corporelle, ben, probablement 70%, ils auront quelque chose de collatéral. Tu sais, les États-Unis sont toujours très en avance sur tout, ils sont très en avance aussi sur les problèmes et très en avance sur les solutions. Par exemple, aux États-Unis, ça fait des années qu'ils essayent de faire passer l'obésité comme un style de vie normal.
Tu vois, c'est attention. pour éviter la discrimination. C'est-à-dire que. Alors, l'aspect social, il ne doit pas être enlevé, certainement. Hein. Non, mais le Certainement. problème, c'est de faire croire aux gens, par exemple, une femme qui fait 1m60 et qui fait 150 kilos, qu'elle est en santé. C'est ça le non. problème, c'est qu'ils sont arrivés sur ça. Eh bien, ça, c'est un problème. Eh bien, tu prends par exemple les influenceurs qui sont très connus sur TikTok, etc., les plus grands influenceurs de l'obésité, les 3 plus grands sont déjà morts dans la trentaine. Oui. Autre chose, tu prends les sportifs et les BMI, par exemple. Hier, de façon ironique, je publiais un des plus gros et plus grands sumotori japonais à 33 ans et diabétique de type 2. Ah non, oui, là, alors. Eh ben, on ne peut pas avoir une telle santé sans payer derrière. On est diabétique de type 2. Les champions, là, comment s'appelle cette sumo. chose-là? Les sumo. Les sumo. J'ai eu l'occasion, j'ai vu dans les journaux parfois que quelques-uns de ces gros champions qui sont presque des dieux au Japon, mais c'est effectivement une façon de faire inconcevable, si tu veux. Mais bon, eux, ils ont fait leur calcul, quoi. Ils ont dit, je serai un champion, j'aurai les millions d'euros pour moi, ma famille, les générations à venir. Certainement, c'est une situation paradoxale, hein, qu'est-ce qu'on voit. Oui, mais c'est pour donner ces images en fait qui sont fausses. Le sumo au Japon est un demi-dieu. Aux États-Unis, il y en a un autre demi-dieu, c'est le footballeur américain. Est-ce que tu sais que le 20% des footballeurs américains dans la vingtaine sont prédiabétiques? Ils sont très athlétiques, ils courent le 100 mètres en 10 secondes, mais ils sont prédiabétiques. Comme ils sont chargés aux glucides en permanence, à 25 ans, c'est pas normal d'avoir une hémoglobine glyquée à 7 ou 7,5. Non, ça, c'est pas normal. Voilà. Tout en ayant un corps de sportif. Tu vois le problème? Oui. Et la société, en fait, elle a un œil là-dessus où les gens sont perdus entre c'est quoi la santé? C'est quoi un corps de quelqu'un qui est en santé? Voilà. Ah oui, totalement. Mais ça, c'est une question qui reste totalement ouverte. Et j'aimerais bien partager avec toi une chose que j'avais vue, ça date de 2013, et ça m'a beaucoup interrogé, hein, parce qu'eux, ils ont pris carrément une population de 2 millions, quoi. 2 millions de personnes. Et ils ont carrément simplement regardé quand on meurt par rapport au BMI. Et ça m'a totalement frappé, parce qu'en fait, eux, je les mets là à l'occasion, je l'écris à la main, hein, je l'écris. En fait, cette chose-là, il nous montre que, en fait, si tu as, dans une population générale, et on ne pose pas des questions, si tu as un BMI entre 30 et 35, c'est normal, c'est autant d'avoir 30-35 plutôt que 20-25. Après, tous les études, ça s'est discuté. Entre 20 et 25, c'est la forme totale. Quand on est à 20, on ne sait pas trop où on est. On commence à être un peu trop maigre. On peut commencer à se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux être trop maigre ou est-ce qu'il vaut mieux avoir quelques kilos de plus? Après, ça dépend aussi de l'âge. Tu sais, quand on vieillit, va savoir qu'il vaut mieux avoir quelques kilos de plus. Les gras, c'est notre stockage, c'est nos dépôts. C'est utile. Et le muscle aussi. Et le stock de muscle et le stock de graisse, parce que par exemple, si on se casse un os, qu'on est alité pendant 3 mois, si on a des stocks ou si on n'a pas de stock, ça ne sera pas la même totalement. Donc, ceci pour dire qu'il ne faut jamais avoir des idées préconçues dans les choses. Il faut absolument faire attention de considérer que chaque individu, c'est un individu à soi. Mais comme tu me dis, il faut faire aussi beaucoup attention à certaines pressions sociétales. Si tu m'apprends là qu'aux États-Unis, on essaie de faire en sorte de faire comprendre aux jeunes que si tu es à BMI 35, tout va bien, ça ne peut pas être la réalité. Donc, on a discuté, on peut avoir des BMI à 35, des athlètes, des choses qui sont totalement normales, mais quand on passe sur un niveau, disons, épidémiologique, sur une population, on peut se permettre des raccourcis et en disant, vaut mieux être 25 d'indice de marque corporelle que 35. Tout en sachant qu'il y aura des 35 qui seront OK et tout en sachant qu'il y aura des 25 qui vont savoir
ils ont de l'hypercholestérolémie, ils ont de l'hypertension. Et alors là, si on compare deux cas, il peut être que lesquels qui semblent favorisés, en fait, il ne l'est pas. Donc, Oui, bien il sûr. faut toujours avoir une attention dans cette chose-là. Mais là, on parle aujourd'hui de la diète cétogène, ok, Ulrich. Oui. Et donc, pour revenir à ça, Et toi, voilà. tu as publié plusieurs travaux qui sont très intéressants. Ton tout dernier que j'ai lu, c'était plutôt sur tout ce qui concernait l'obésité, donc études nutritionnelles évaluant les régimes Oui, cétogènes. mais totalement. En fait, mon idée, c'est que probablement un passage à la diète cétogène, ça peut être bénéfique Mhm, pour au moins commencer la trajectoire de perte du poids. mhm. Voilà. Là, c'est un peu qu'est-ce qu'on est en train de faire avec les souris. Qu'est-ce qu'on a fait? On a donné à des souris une diète obésogène. Mhm. Donc, pour être obésogène, c'est à la fois beaucoup de gras, mais à la fois beaucoup de sucre. Les deux Alors ça, c'est super ensemble. intéressant ce que tu dis, parce que quand je vois des gens qui connaissent pas trop la science et qui lisent ces études, ils disent oui, mais c'est bizarre, ils ont donné beaucoup de gras pour faire grossir les souris. Non, non, ils ont donné beaucoup de gras avec beaucoup de glucides. Attention, quand on fait les diètes sur les souris, d'ailleurs, une souris, c'est pas un humain, c'est un modèle. Voilà. Il faut en annexe donner les sucres et idéalement les saccharoses. Même aux États-Unis, vous avez là Fructose, ouais. les fructoses qui Ouais. viennent du corn, qui viennent du maïs. Du maïs, oui. Et que c'est un des gros problématiques parce que les fructoses, ça donne une insuline résistance encore majeure. Mhm. Et finalement, les gens qui nous écoutent, il faut comprendre que dans notre corps, les stockages, donc les substances de réserve, c'est pas du sucre, c'est du gras. Mhm. Tout à fait. C'est logique parce que c'est moins lourd et Oui. il ramène plus d'énergie. Donc en fait, il faut que tout le monde comprenne que quand on bouffe du sucre, et moi je parle principalement du sucre, pas des pâtes, du sucre, du saccharose. Ou Oui, du mais il n'y a pas de fructose. différence, parce que le saccharose, c'est une molécule de glucose et une molécule de fructose. Les pâtes, Alors, c'est de l'amidon. L'amidon, c'est du glucose. oui, ça, on les laissera pour la prochaine discussion D'accord. parce qu'il faut les prendre aussi dans le contexte du temps d'absorption, du index glycémique, voilà. Alors, disons, si on prend du pain très raffiné ou du pain complet, voilà, les pains complets, ils ont un index glycémique un peu plus lent, des choses comme ça. Et il faut un peu nuancer les choses. Non, moi, je nuance pas, parce que je prends 100 grammes de sucre. 100 grammes de sucre. J'avale Oui. avec de l'eau. Je mets 100 grammes de sucre dans de l'eau. Je l'avale. Et je mets 100 grammes de glucides sous forme de pâte que j'avale à la même vitesse. Le pic de glycémie sera supérieur avec les pâtes. Je Si, pense parce pas. que le sucre, c'est un indice glycémique de 60. Les pâtes ont un indice glycémique supérieur. Les pâtes, c'est que du glucose. Le sucre, c'est moitié glucose, moitié fructose. Le fructose n'impacte pas la glycémie. Ah, mais là tu m'embrouilles un peu parce que. Et non, le sucre, Parce que c'est les que la pâtes. moitié de glucose. Oui, mais les pâtes en L'indice de même temps. 100, Oui, l'indice glycémique 100, c'est 100% de glucose oui, pur. oui. Donc du sirop de glucose, Mais, par exemple. mais les pâtes en même temps, ils contiennent aussi très peu de lipides et ils Oui, contiennent le des sucre non plus, non. protéines. Le sucre non Contiennent... plus, il n'a pas de lipides. Le sucre, il n'y a pas de lipides Le dedans. sucre, il a zéro. La pâte, il en a juste un peu. Plus un En peu dessous zéro, négligeable. Ouais. plus un peu de protéines Oui, et un petit peu. plus c'est des carbohydrates un peu complexes. Donc, ça prend un moment, le temps que les amylases, ils coupent tout. Donc, je ne peux pas te dire, là, il faudrait chercher un peu les graphiques d'une glucose tolerance test. Voilà. Je pense être correct si je l'ai dit, mais voilà, faisons toujours attention. Normalement, si tu prends, allez, disons, si tu prends le glucose, allez, 100 grammes de glucose, comme ça, voilà, ça va plus Voilà. vite. Ouais. Et on trouve, voilà, non, mais pourquoi on disait ça? À cause du fructose, l'importance du fructose, justement, dans Oui, l'obésité, le foie gras, etc., et qu'il allait se transformer en graisse. Ouais. voilà, donc pour moi, oui, et une des choses que tout le monde devrait comprendre, même si c'est de la biochimie, mais c'est intuitif, c'est que le sucre qu'on mange, notre organisme, il les transforme en gras. Et donc, moi, au-delà keto ou pas keto,
la population devrait commencer à comprendre qu'il faut essayer à couper, en tout cas, sur les carbohydrates, surtout moi, c'est un peu mon opinion personnelle, surtout sur lesquels qui sont absolument disponibles, comme le sucre, voilà. Moi, j'ai dit, les sodas, ils n'ont pas lieu d'être dans la biologie humaine pour aller vite dans les choses, voilà. Autant de dire, heureusement qu'au moins, ils commencent à faire des boissons sweetened, artificial sweetened, comme on dit. Des édulcorants. Voilà. Voilà. Après, il y a déjà les études sur les édulcorants qui ne le font pas bien, ok, voilà. Mais au moins, ça commence à diminuer l'intake calorique, voilà. Et voilà, comme je t'ai déjà dit, moi je pense, c'est qu'est-ce que je travaille, et peut-être qu'on cherchera tes cohortes pour les suivre dans un futur. Alors, on en profite parce qu'on en parlait en off en disant que moi j'avais formé des milliers de personnes au régime cétogène et que si des scientifiques comme toi cherchaient des individus qui existent vraiment, qui suivent un régime cétogène depuis un certain temps dans le cadre d'un objectif scientifique, eh bien moi ça ne me pose pas de problème. J'ai 45 000 personnes qui me suivent par email. J'envoie un email et je dis, est-ce qu'il y a des volontaires pour participer à telle étude, pour telle recherche avec Luciano, et ça ne posera pas de problème. Ça serait une chose absolument intéressante. Que ça soit la perte de poids, que ce soit le diabète de type 2, que ce soit l'hypertension ou d'autres paramètres métaboliques, ça serait génial parce qu'on aurait vraiment de la data directement de la part des utilisateurs. En fait, ça ne serait pas du randomized. Non. Ça ne serait pas du, qu'est-ce qu'on appelle prospective, donc fait à l'avance. Mais voilà, tous les types de données dans la science biomédicale sont bienvenus pour arriver à des compréhensions, à des phénomènes biologiques. Ce qui serait le plus intéressant pour moi, ça serait vraiment de comprendre les spécificités du groupe cétogène. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais d'épigénétique. Une de tes études parlait d'épigénétique, longévité, etc. Ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui se passe au niveau épigénétique sur des gens qui suivent le régime cétogène depuis plus d'un an, par exemple. Oui, on n'a pas abordé ça. Et là, on pourrait comparer facilement avec d'autres datas qui sont dans la population générale. Voilà. Absolument. Ça, oui. Il y a de la recherche en ce moment. J'ai vu des études. On disait au début qu'en fait, cette bêta-hydroxybutyrate donne une modification épigénétique. Voilà. On n'a pas abordé dans notre discussion le fait que la diète cétogène, d'une façon biochimique dans l'organisme, représente un peu les jeunes. Donc, manger cétogène ou pas manger, c'est biochimiquement similaire, mais quand on ne mange pas, on perd du poids. Et donc, c'est pour ça qu'on fait cette passerelle entre les deux idées. On n'a pas abordé tous les aspects qui pouvaient être liés à la longévité, parce que tout au début, il y avait des études qui montraient que les souris, si on commence à lui donner du cétogène vers à mi-âge, quand ils ont 50 ans, donc un an, ils deviennent plus intelligents, ils vivent plus longtemps. Donc, il y a beaucoup d'aspects abordés. Bien sûr, toujours avec l'attention que c'est des souris, ce n'est pas des humains. Voilà. J'ai publié un petit article dans un journal, on m'avait demandé, il y a 7 ans, et je disais, le régime cétogène, la science, dans les prochaines décennies, nous dira que c'est déjà, pour moi, l'alimentation normale pour l'être humain, mais surtout une fontaine de jouvence. Parce qu'on a déjà des indicateurs sur sirtuane, des choses comme ça, qui nous montrent les sirtuines, écoute, les sirtuines, je pense c'est une mode qui est arrivée, qui est morte. Oui, bien sûr. Mais là aussi, ça sera pour la prochaine discussion. Il y avait une grande boîte qui avait mis probablement 250 millions d'euros, quelque chose de similaire, et après ils ont arrêté d'un jour à l'autre. Voilà. Ça fait partie de la science. Il y a des découvertes. C'était JSK, le laboratoire JSK qui a racheté le laboratoire. C'est pas moi que je l'ai dit. Voilà, ouais. C'est pas moi que je l'ai dit. Et ils ont jamais réussi à répliquer les résultats qu'ils avaient soi-disant obtenus. Mais il y a derrière beaucoup de biologie extrêmement intéressante, même si on n'arrive pas à la transformer dans les humains. Et après, comme point final, c'est pas l'idée de la science médicale d'arriver à vivre 120 ou 140 ans. Certains Américains, ça lui intéresse. Oui, voilà, on a vu là les messieurs. C'est un gros business. Mais le vrai problème médical, c'est de faire en sorte qu'on arrive le plus loin possible en bonne santé et qu'on raccourcit le plus possible la période
dont on n'est pas en bonne santé. Ça, c'est un des challenges principaux dans la science médicale. Voilà. Et donc, Mais c'est ma priorité aussi. C'est pour ça que pour moi, quand je parle de tout ça, c'est comment avoir une nutrition adaptée à l'être humain pour se préserver du risque du cancer, pour se préserver des maladies neurodégénératives, pour se préserver de l'ostéoporose, de l'arthrose, etc., etc. Quelle est la meilleure alimentation pour l'humain pour éviter tout ça? Voilà. Donc, je crois comprendre qu'on est un peu sur ce point de vue-là. Oui. Pour toi, c'est important qu'on passe à une diète de style cétogène. Oui. Moi, je reste un peu plus nuancé, mais je voudrais dire que si déjà on arrivait à établir des diètes moins enrichies dans des mauvais types de calories, dont certainement le carbohydrate simple en grande quantité, et aussi à toutes les heures, parce qu'on n'a pas abordé le fait qu'il faudrait manger un peu de façon circadienne. Donc, pour faire bref, 3 fois par jour et pas tout le temps. Voilà. Mais ça serait un début. Ça, c'est lié, mais je veux vraiment pas. Enfin, pour moi, on est sur la même ligne. J'ai pas de contradiction avec toi. Tu sais, je suis en régime cétogène. J'aurais aimé connaître le régime cétogène quand ma mère était encore en vie. Maintenant, ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord. Les gens, au lieu de manger du fast-food 3 fois par jour, s'ils se mettent à manger du poisson, du poulet, des légumes, un peu de fruits, et puis qui sont que peu, voire pas en cétose nutritionnelle, moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Ça sera toujours mieux que de manger du fast-food, des pizzas, des sodas. Il n'y a pas de problème avec ça. Et je te veux dire une chose. Ça, c'était nos résultats qu'on n'a pas encore publiés, et c'est une chose que j'estime être très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ces souris qui étaient avec une diète avec high fat, très gras, mais high fat obésogène, très gras et très glucidique. Okay? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu les mets aux jeunes, on les a laissés plusieurs heures jusqu'à 24 heures, je ne sais plus, voilà, ils ont plus de difficultés à faire les corps cétoniques par rapport aux souris qu'ils avaient mangé normal. Donc, dans ma tête, ça veut dire que la cétogénèse et la production des corps cétoniques, ça doit être une réponse de l'organisme qui existe, parce qu'elle est là, mais qu'avec notre type d'alimentation, on fait en sorte qu'elle disparaisse. Oui. Parce qu'il n'y a plus besoin. Et moi, je pense que si on fait en sorte qu'on a nos repas, mais ensuite on arrive, par cause qu'on espace les repas, à avoir un début de cétogénèse, ça, je considère que c'est un cycle physiologique nécessaire. Et si on détruit ça, on a s'empire notre condition métabolique. Tout à fait. Et donc, nous, on a cette souris-là dont ces gènes pour faire les corps cétoniques, on l'a enlevé. Et donc, ils n'arrivent pas à avoir cette réponse et ça empire leur situation. Ça sera qu'est-ce qu'on va essayer de publier dans les mois ou dans les années à venir. Concrètement, dans la vie, c'est extrêmement simple si on veut faire un parallèle. Imaginons, nous ne sommes pas faits pour manger 3 fois par jour. Nous sommes faits pour manger peut-être un repas, peut-être un et demi, avec une grosse satiété. Si on mange, admettons, des glucides, par exemple, 150, 180 grammes de glucides par jour. Normalement, avec une telle quantité, on n'est pas en cétose. On fait un gros repas avec, admettons, beaucoup de légumes, du poisson, des fruits, de l'huile d'olive, enfin un peu méditerranéen sur un seul repas. Imaginons à 10 ou 11 heures du matin. Eh bien, naturellement, notre cycle chronobiologique va faire que nous sommes résistants à l'insuline la nuit. Et pendant notre sommeil, nous devrions produire des corps cétoniques. C'est-à-dire que nous serions en cétose de façon alternative. Un coup, nous serions en cétose la nuit, et le jour, quand on mange, nous ne serions plus en cétose, nous serions sur le glucose. Et cette façon de vivre, elle est plutôt relativement logique et humaine. Mais aujourd'hui, nos 3, 4, 5 repas par jour, le grignotage à 22 heures le soir, etc., avec des choses très sucrées, etc., nous sort complètement de la cétose. Nous ne sommes plus jamais en cétose. Oui, ça c'est un peu qu'est-ce que j'essaie de montrer avec notre modèle animaux. Donc, on verra dans les mois prochains si on arrive à avancer. Voilà. Et voilà, Ulrich, est-ce que tu veux discuter encore quelques points ou
Mais On c'était s'arrête là? très intéressant. Et moi, je suis fan des scientifiques qui font des recherches sur le régime cétogène. C'est pas un domaine où vous allez gagner beaucoup d'argent, contrairement à, par exemple, la longévité dans des laboratoires du Massachusetts ou des choses comme ça. Donc bravo, parce que les gens ont besoin de tes travaux. Oui, nous, on Les essaie diététiciens, par exemple, tu vois, tu parlais tout à l'heure de ta dernière étude sur l'obésité. Les diététiciens, les nutritionnistes en France ont besoin de littérature scientifique sur laquelle s'appuyer pour prescrire du régime cétogène. Donc, on n'en aura jamais assez, en fait, de la science. On en a besoin. Oui, oui, totalement, totalement. Et va savoir qu'on restera en contact pour voir si on arriverait d'une certaine façon à avoir ces données et les voir ensemble, et discuter ensemble, éventuellement proposer un suivi, hein, voilà. Avec plaisir. À la fin, Je suis vraiment content. À la fin, c'est là qu'on veut arriver, essayer d'avoir des nouvelles pistes nutritionnelles pour améliorer qu'est-ce que c'est la santé, et voilà, au niveau public. Oui, mais on a besoin vraiment dans tous les domaines parce que tout a été cloisonné. L'obésité est un monde, le diabète est un monde, les maladies neurodégénératives sont un autre monde. Par mon histoire personnelle, je connais bien l'orthopédie, les problèmes d'arthrose, etc. C'est encore un autre monde. Les orthopédistes les plus pointus du monde, j'en connais plusieurs qui sont professeurs de médecine, etc. Ils sont totalement ignorants en matière de nutrition. Ils arrivent à faire des opérations qui sont mais vraiment géniales, hein, des greffes, des choses exceptionnelles. Oui, 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 oui. Mais en nutrition, ils ne sont pas compétents. Et on a besoin en fait d'associer les deux mondes pour le meilleur. Ben, la première chose en anglais, c'est let food be thy medicine. Fais en sorte que la nourriture soit ta médecine. Donc, tout découle de là-bas. Tout à fait. Et voilà, Ulrich. Encore bravo pour ton travail et je te félicite vraiment. Je t'encourage à continuer. Et si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, ce sera avec plaisir. Ça va très bien, Ulrich. Merci pour l'invitation. J'ai eu grand plaisir. Moi aussi. De discuter avec toi et j'espère que ça va intéresser quelques-uns de ta communauté. J'en suis sûr. Merci beaucoup. Merci Ulrich. Thank you very much. Bye bye. Merci. Un grand merci à toi. Au revoir. À bientôt. Je touche rien. Tu arrêtes. Non.